Professeur Rachid Belhadj, bonjour. Bonjour. Alors, hausse des températures jamais égalée dans le monde et en Algérie. La vigilance est de mise. Les hôpitaux, mobilisation maximale. Professeur Belhadj. D'abord, bonjour aux auditeurs de la chaîne 3. Effectivement, depuis presque 10 jours, nous avons lancé le plan Orsec pour le CHU Mustapha et je pense la plupart des centres hospitaliers, les établissements universitaires ou autres, se sont mobilisés en coordination avec les DSP, le ministère de la Santé. Nous sommes en train de mobiliser tous nos moyens humains, matériels, infrastructures pour faire face à cette situation sanitaire particulière qui est la canicule, qu'il faut rajouter aussi le côté, il y a la pollution aussi, et les intoxications alimentaires. Et aussi, nous gérons au quotidien les différents problèmes de la santé. Alors, qu'est-ce qu'il comprend exactement ce plan Orsec déclenché depuis pratiquement une dizaine de jours avec bien sûr la hausse des températures et cette canicule qui est en train de sévir dans tout le milieu méditerranéen et dans certains pays de l'Occident, puisqu'aux États-Unis, certaines températures vont atteindre aujourd'hui les 50 degrés, voire 52 degrés. Professeur Rachid Belhadj. Surtout, c'est l'organisation des urgences, puisque nous recevons, nous fonctionnons 24 sur 24 au niveau des urgences médicales. Concernant la prise en charge des personnes cibles, telles que les personnes âgées qui décompensent, ceux qui ont des pathologies chroniques, telles que les maladies métaboliques, cardiovasculaires, respiratoires, et même les cancéreux, et aussi ceux qui sont atteints de maladies mentales, qui décompensent. Donc on met des listes de garde, on vérifie la pharmacie qui met à disposition toutes les solutés, la répartition des lits, les demandes de réanimation, les explorations, il y a tout un processus dans la prise en charge de ces personnes vulnérables. Je vous ai dit l'autre fois, hélas, le mardi passé, nous avons enregistré un pic de décès, avoisinant 7 cas, et 2 personnes, et aussi il faut oublier le côté social, les personnes âgées qui vivent seules. On a eu 2 cas, 2 personnes sont décédées chez elles. Alors, bien sûr, avec cette hausse des températures, vous parlez bien sûr du plan Orsec et la mobilisation du personnel de santé de jour comme de nuit. Professeur Rachid Belhadj. 24, 7 sur 7, 24 sur 24, nous gérons des situations humaines et sociales. Dieu merci, l'organisation sociale de la famille algérienne, la famille toujours là, omniprésente, les voisins qui assistent ces personnes-là. Et nous devons aussi nous organiser pour éviter des déplacements inutiles et des transferts des autres secteurs sanitaires, des autres établissements en dehors de la ville d'Alger. Il faut une certaine organisation pour éviter la saturation de certains établissements de santé. Alors, nous traversons depuis plus de 3 ans des situations sanitaires un peu complexes avec la pandémie du Covid-19. Aujourd'hui, il y a une mobilisation maximale au niveau de nos structures hospitalières. Le plan Orsec est déclenché par rapport, bien sûr, à cette hausse des températures jamais égalée à travers le monde. On parle bien sûr des conséquences du réchauffement climatique. Il faudrait aujourd'hui développer cette notion de sécurité sanitaire impérativement. Professeur Rachid Oui, ça Belhadj. devient un enjeu même international. Tous les pays s'organisent dans ce contexte-là. La sécurité sanitaire comme la sécurité énergétique et alimentaire, la preuve elle est là. J'ai participé avec vous à plusieurs émissions sur la pandémie Covid-19. On a dit qu'on n'est pas à l'abri d'autres épidémies, on n'est pas à l'abri d'autres événements planétaires. Eh bien, la réponse est là. Cette canicule, c'est des conditions climatique maximale dans un pays. On a aussi le sud algérien. C'est des températures extrêmes qui fragilisent la population, notamment les personnes âgées. Et lorsqu'on parle de catastrophe, c'est lorsque le nombre de victimes est élevé, le nombre de personnes qui sont atteintes est élevé. Donc les chiffres, tous les secteurs sanitaires sont mobilisés de prendre en charge la population et aussi même les enfants, qui sont les risques d'être exposés à ce problème si on ne les protège pas contre l'insolation, contre la déshydratation, contre les intoxications alimentaires. Donc il y a tout un programme de suivi des chiffres que nous sommes en train de suivre et de mettre à la disposition du citoyen tous les éléments nécessaires pour les prendre en charge correctement. Mais quand on parle un peu de cette notion de sécurité sanitaire qui doit être développée dans notre pays, c'est l'affaire de tous les secteurs sans exclusion et en priorité l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Professeur Rachid Belhadj. On est dans une politique d'abord de prévention, ça c'est important. La prévention, ça veut dire de se préparer déjà
On ne va pas subir, par exemple, une catastrophe. On a même, par exemple, de prendre en charge l'effet inverse. Si, par exemple, notre pays va connaître des températures très, 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 très basses, donc il y a aussi un plan. D'ailleurs, le rôle de la société civile, qui doit participer avec nous, de trouver des solutions. Le secteur privé aussi, la générosité des citoyens qui nous aident de trouver des solutions lorsqu'on est dépassé, d'ouvrir des espaces, distribuer de l'eau gratuitement. Tout le monde doit participer avec nous dans la sensibilisation. Il y a aussi les services de sécurité qui nous aident, la protection civile, qui est en train d'aller au maximum. Les ambulances ne s'arrêtent pas au niveau des urgences. Donc tous ces intervenants, tous les secteurs, doivent nous assister et d'être avec nous pour gérer ces situations exceptionnelles. Alors, c'est l'affaire de tous aujourd'hui. Est-ce qu'il faudrait envisager aussi d'autres dispositions pour éviter que les personnes vulnérables ne soient, bien sûr, victimes de cette hausse des températures, puisqu'on a vu dans certains pays, par exemple en Italie, l'année dernière, ils avaient connu, en raison de cette hausse des températures, l'équivalent de 300 décès en raison de la canicule. Ils envisagent aujourd'hui, par exemple, d'ouvrir ce qu'on appelle des espaces de repos climatique. Est-ce qu'il faudrait, par rapport à ces espaces, est-ce qu'il faudrait, par exemple, ouvrir les mosquées parce qu'elles sont climatisées, ouvrir les bibliothèques communales par exemple parce qu'elles sont climatisées pour des personnes qui pourraient avoir des malaises en raison de cette chaleur? Justement, il faut cet esprit d'initiativité, de trouver des solutions. Distribuer l'eau aussi gratuitement. Bien sûr, toute la société civile doit participer à aider le citoyen dans sa détresse sociale, dans sa détresse sanitaire. Nous seuls, on ne pourra pas y faire face si cette canicule continue. Il faut que la famille participe, les voisins, le secteur privé, le secteur économique à y faire face, comme on l'a fait, si bien fait, je l'ai dit. C'est grâce à la solidarité et la citoyenneté de la société civile qu'on a pu faire face à la pandémie. À la pandémie. Ça va être le même tableau, Dieu merci. Je vous ai dit, vous imaginez, on était en plein Covid, en plus de Covid, une canicule pareille, ça va être des conditions sanitaires extrêmes. Donc, Dieu merci, la pandémie est derrière nous, mais il y en a quelques cas quand même qu'il faut faire attention, d'où certains pays préconisent de mettre le masque durant aussi cette canicule, parce qu'il y a un risque aussi de contamination, il y a d'autres risques sanitaires associés à la canicule, il y a la pollution, surtout dans les grandes villes, il y a beaucoup de personnes âgées et des malades chroniques asthmatiques qui décompensent durant cette période, et aussi l'émergence de certaines maladies contagieuses, d'où l'éducation sanitaire, le rôle des mamans, des familles. Et là, vous me donnez l'occasion d'attirer l'attention de nos commerçants, de ne pas vendre sur la voie publique quand même des aliments. C'est des conditions extrêmes. Il est interdit de vendre certains produits frais comme ça sur la voie publique. Ça représente un véritable danger, et notamment l'histoire des glaces. Faire très attention puisque les enfants ont une forte consommation de ces produits-là. On doit s'organiser et les services de sécurité doivent veiller justement au respect de l'hygiène publique. Et plus que jamais, l'inspection du commerce est interpellée. Alors, je voudrais parler bien sûr de ces espaces. Il faudrait se mobiliser, mettre en place des dispositions similaires à celles qui existent dans d'autres pays pour faire face justement à cette hausse des températures, ne pas s'exposer bien sûr au soleil au moment des pics, puisque le pic, on le connaît déjà dès le matin. Ce matin, il faisait déjà 34 degrés et ça pourrait augmenter, ça va augmenter encore courant la journée. Par exemple, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects. Est-ce qu'il faudrait peut-être au niveau local, au niveau des collectivités locales, au niveau des communes et au niveau des daïras, mettre en place aussi des fontaines gratuites à la disposition de la population? J'ai vu, il y a des citoyens, je vous dis, l'initiative des citoyens qui assistent les grands voyageurs, les grands routiers. Ils mettent à leur disposition au niveau des autoroutes des points d'eau fraîche et des points de repos. L'humain, lorsqu'il est fatigué, a besoin. Mettre en place des applications techniques qui permettent, bien sûr, digitales, qui permettent de savoir où se situent ces fontaines. Mais le meilleur moyen, ne pas sortir. Les personnes vulnérables, ne pas sortir dans les grandes chaleurs, notamment entre 10h jusqu'à 16h.
éviter de sortir. Alors avec cette hausse des températures, je voudrais m'amener à vous poser des questions parce qu'il y a des réaménagements des horaires au niveau du sud du pays en raison bien sûr de l'été, en raison de la canicule et bien sûr la hausse des températures. Est-ce que maintenant si on s'achemine vers des situations similaires au niveau du nord du pays, puisque nous sommes en train de subir des températures caniculaires, envisager aussi les réaménagements des horaires de travail, professeur Rachid Belhadj, commencer beaucoup plus tôt et terminer un peu plus devant des situations aux alentours de 14 heures. Il y a toujours un plan Orsec, il y a des mesures à prendre, des paliers de mesures, on dirait comme la période Corona. On est en train de suivre les chiffres. Si les chiffres augmentent, le nombre de personnes qui décèdent, le nombre de personnes hospitalisées, le nombre de personnes atteintes, eh bien, sûrement, l'État va réagir, de trouver des solutions, et parmi ces solutions, de réaménager les horaires de travail. Dieu merci, on est en période de vacances, donc moins d'étudiants, moins d'élèves, moins de circulation, mais on doit gérer aussi les autres, c'est-à-dire les déplacements de population. Si les chiffres augmentent, j'espère que cette situation climatique particulière va diminuer, puisqu'on a devant nous aussi le mois d'août, qui est un mois chaud. On doit trouver des solutions si les chiffres augmentent. Alors vous avez parlé au début de cette émission de la nécessité de mettre en place des dispositions qui permettent d'avoir aujourd'hui cette notion de sécurité sanitaire. La hausse des températures pourrait être aussi à l'origine de plusieurs maladies qui vont éventuellement émerger à l'avenir. Est-ce qu'il faut la prendre réellement au sérieux, mettre en place des comités scientifiques qui examinent de très près cette situation? Elle est déjà. Oui. Au niveau du ministère de la Santé, de l'Intérieur, il y a des gens qui sont en train de suivre tous les chiffres, tous les indicateurs. Non, je parle du point de vue scientifique. Est-ce qu'il faut aujourd'hui prendre en considération que des maladies pourraient apparaître à l'avenir en raison de la hausse des températures? Scientifiquement, nous sommes des universités, il y a des études qui ont été faites, on se sont préparés, il y a des propositions, des recommandations. Les scientifiques, il est là, vous donnez des solutions, même avant l'avènement de cette crise, il y a des solutions. Bien sûr, mais le constat, il est là. C'est-à-dire, le constat, il est là. Il y a beaucoup plus d'intoxication alimentaire, beaucoup plus d'insolation, parfois des cas de brûlure. Donc, on a lancé pour le CHU Mustapha pour le danger du soleil, l'organisation des établissements de santé, les malades chroniques et décompensés. Et là, je l'ai dit, ça fait presque une année, on doit faire attention, 2030, on va avoir 5 millions de personnes âgées. Il y a vieillissement de la population. Qui dit vieillissement de la population, vous imaginez si cette canicule devient cyclique, nous devons prendre les devants de s'organiser et de prendre en charge correctement ces personnes âgées vulnérables. C'est des maladies c'est des maladies climatiques liées bien sûr à ces changements climatiques. C'est presque exactement. Il y a la pollution et là la citoyenneté, le plan vert. On doit participer à préserver on ne doit pas bétoniser nos espaces verts. Nous devons respecter justement toutes les mesures nécessaires. L'hygiène sur la voie publique. C'est-à-dire qu'on doit quand même un comportement citoyen pour éviter l'émergence de certaines maladies que l'Algérie a réussi à éradiquer. Ça, c'est important. Lorsqu'on dit l'Algérie, ce n'est pas Alger, c'est les frontières Est, Ouest, le Sud. Et le risque sanitaire justement de réémergence de certaines maladies, il est là. Il y a aussi le cheptel. Le cheptel, qu'on doit le préserver. Donc, il y a tout un cycle. L'humain ne vit pas tout seul. Il y a l'eau, il y a l'intervention de l'animal et l'humain dans un environnement particulier. Il y a aussi le problème de la pollution. On doit avoir un programme de lutte à la pollution. Si les pics augmentent, s'il y a plusieurs cas, s'il faut maintenant limiter la circulation, il faut la limiter. Et ceci pourrait bien sûr accroître également la sécurité alimentaire et c'est des aspects que nous allons aborder dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction où 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Professeur Rachid Belhadj, merci. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. À tout de suite. Professeur Rachid Belhadj, je voudrais revenir sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, notamment la nécessité aujourd'hui de s'adapter à ces changements climatiques qui pourraient peut-être favoriser l'émergence de certaines nouvelles maladies ou maladies déjà éradiquées totalement par l'Algérie, quelle que soit la région ou l'endroit du territoire. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, nous sommes dans un système de santé qui est efficace
est suffisamment réactif pour faire face à toute situation, puisque nous avons vu pendant la pandémie du Covid-19, il y a eu la résilience de notre système de santé et c'est la raison pour laquelle le président a réitéré ses remerciements à tout le personnel de santé qui s'était mobilisé durant cette période. Il les a appelés de sauveurs de de l'Algérie et des Algériens. Professeur Rachid Belhadji, on l'a vu, vous féliciter lors de l'inauguration de l'hôpital, bien sûr, des Grands Brûlés à Zeralda. Professeur Rachid Belhadji. Effectivement, le thème, d'abord je tiens à remercier le président de la République qui nous a remercié et soutenu, il nous a rassuré de l'établissement de notre statut avant de la fin de l'année 2023. Il a réitéré récemment. Exactement, et tout le personnel, soit de la santé, je dis à chaque fois, paramédical, gestionnaire, médecin, et aussi des enseignants, tiennent à le remercier vivement. C'est une solution qu'on attendait, ça fait des années quand même. Pour revenir au système de santé, lorsqu'on dit système de santé, il n'y a pas que le soin. Donc il y a l'éducation et la prévention. Et tout cela s'applique dans un cadre bien huilé, bien réglementé. Ça s'appelle les programmes de santé. Dieu merci, l'Algérie, quand même, nous avons un capital expérience très important, des infrastructures, de la ressource humaine, et aussi l'expérience dans la coordination. Je vous ai dit à chaque fois, on a quand même géré des situations très particulières, les inondations, le séisme, le terrorisme et aussi les pandémies. Et on a quand même une expérience. Nous avons des programmes de santé, de y faire face, mais il faut continuer à former ces intervenants, soit le médecin, le gestionnaire ou le paramédical. Il faut continuer à insister à éduquer la population dans tous les aspects et aussi de mettre à la disposition des établissements de santé et de ces personnels de la santé tous les moyens et les outils justement de diagnostic moderne en conformité avec ce qui se passe à l'échelle internationale. Là, ne vous inquiétez pas, nous avons des personnels, nous avons un capital d'expérience pour gérer des situations particulières. Mais est-ce qu'il faudrait bien sûr renforcer ce capital expérience avec de la coopération internationale, puisque nous s'acheminons vers bien sûr l'ouverture de notre système de santé à l'investissement étranger avec la réalisation du méga projet de santé, l'hôpital algéro-qatari avec les partenaires allemands. On doit s'ouvrir aussi à d'autres pays, professeur Rachid Belhadji, puisque nous avons la coopération cubaine dans notre pays et aussi chinoise, et peu le savent. Le président de la République, lorsqu'il a inauguré l'hôpital des Grands Brûlés de Zeralda, c'est quelque chose d'extraordinaire comme moyen. Il a insisté sur la coopération avec des pays qui ont un capital d'expérience dans la gestion des grandes infrastructures sanitaires et aussi qui ont un capital dans la prise en charge des malades et dans la formation. Et effectivement, un grand établissement sanitaire, soit national ou à vocation internationale, comme les hôpitaux mixtes algéro-qataris, allemands ou autres, nécessite quand même de la compétence humaine à tous les niveaux, soit dans le management, soit dans la prise en charge ou dans la maîtrise des technologies de haut niveau. Dans ce cadre-là, je pense que l'hôpital universitaire est le mieux placé, le corps professoral, de développer ces concepts-là et de trouver des partenaires quand même sociaux et des partenaires sanitaires de haut niveau. Et là, je reviens aussi à la maîtrise des langues. C'est-à-dire, si vous voulez vous développer, vous maîtrisez l'anglais en matière en tant que chercheur. Effectivement, aussi, nous tenons à remercier nos collègues chinois qui nous ont souvent aidés. Il y a un partenariat quand même historique depuis longtemps pour le CHU Mustapha depuis 1995. Et je me souviens, c'était à Douira. Ils nous ont toujours aidés. Ils ont un capital d'expérience en matière de santé, en matière de gestion. Nous voulons développer justement un échange d'expérience. Nous avons aussi notre propre expérience. L'objectif, nous, en tant que professionnels de la santé, en tant que gestionnaire, en tant que professeur en médecine, nous avons des objectifs de formation de haut niveau. J'espère qu'un jour, on aura des chirurgiens qui vont faire la greffe cardiaque, des Algériens, ou de maîtriser les techniques chirurgicales nouvelles. Commencez déjà par relancer la greffe. Bien sûr, mais ça demande toute une organisation. Il faut de la compétence humaine et bien sûr la revalorisation, d'où l'intérêt de la révision de notre statut, la revalorisation justement de l'humain de lui rendre sa dignité sur tous les plans. Il n'y a pas que les salaires, les conditions de travail, la formation, la progression. Pour cela, il y a toute une dynamique qui est en train de se déclencher
pour justement limiter le nombre de transferts de malades d'Algériens vers l'étranger. Mais justement, par rapport à cet aspect que nous abordons à l'instant, professeur Rachid Belhadj, la coopération internationale dans le domaine, bien sûr, de la recherche scientifique et également médicale et dans le domaine, bien sûr, de cette coopération et l'échange d'expériences entre, bien sûr, l'Algérie et les autres pays. Vous avez parlé de l'exemple de la Chine. La Chine est présente au niveau de l'hôpital Mustapha, et on le sait très peu, depuis pratiquement les années 90. Est-ce que cette coopération par endroit ou à travers le territoire est effective ou alors elle est légèrement timide puisqu'on sait que dans certaines localités du sud, il y a les hôpitaux, bien sûr, cubains, notamment dans l'ophtalmologie. Avec nos collègues chinois, ils sont très forts en médecine traditionnelle, l'acupuncture, la mésothérapie, avec leur modèle. Je vous informe qu'il y a une délégation de médecins gynécologues ont visité, ils sont allés à Pékin, ça fait 4 années, et nous recevons aujourd'hui une délégation chinoise pour visiter le CHU Mustapha. Mais en matière de soins de haut niveau, il y a beaucoup plus avec nos collègues cubains qui sont en train de bien s'implanter, mais pourquoi pas développer avec eux d'autres concepts dans le cadre de la formation, mais il y a la barrière de la langue. La langue chinoise, elle est beaucoup plus maîtrisée par les économistes, mais en matière dans le milieu médical, elle n'est pas très développée chez nous, mais il n'est pas interdit de développer avec d'autres pays qui maîtrisent la technologie chirurgicale pour essayer de former nos futurs médecins greffeurs. Et les Chinois, bien sûr, maîtrisent l'anglais parfaitement et l'arabe également. Professeur Rachid Belhadj, moi je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important également dans le cadre de cette coopération. Les hôpitaux algériens doivent s'ouvrir à cette coopération impérativement, que ce soit dans le public ou dans le privé également. Professeur Exactement. Nous devons quand même y aller, c'est-à-dire c'est le secteur public. On a des compétences, mais on peut les améliorer encore. C'est dans le cadre justement créer la mutualisation, contractualisation. Il faut créer des ponts entre le secteur public et le secteur privé, et aussi avec l'étranger. Et aussi ne pas oublier la diaspora algérienne. La diaspora algérienne pourra beaucoup nous aider, mais il faut créer des mécanismes justement d'incitation à des gens qui puissent nous faciliter les procédures. Il l'a réitéré, le président de la République, pour ceux qui veulent revenir au pays, il faut leur faciliter bien sûr la tâche, et pour ceux qui voudraient coopérer avec l'Algérie, leur faciliter également la tâche. Le problème, il est là. Il l'a réitéré lors d'un conseil des ministres, tâches, faciliter les déplacements, les rémunérations, l'obtention de budget de recherche, d'équipement. Le problème, il est là. Les idées, tout le monde est d'accord. Puisque nos médecins opèrent à l'étranger. Exactement. Ils soignent même nos Algériens à l'étranger. 80% des urgences actuelles sont gérées par certains pays, c'est les Algériens qui sont là. En France particulièrement. En France particulièrement. Pour ne pas citer. Oui. Exactement. Donc nous devons aussi, ça fait partie de la sécurité sanitaire. Si vous voulez exceller et de faire des programmes, de faire face dans des situations très particulières, vous avez besoin de vos enfants, vous avez besoin de vos cadres, notamment dans le secteur de la santé. C'est un secteur névralgique, il faut soutenir ce personnel-là. Particulièrement dans le domaine de la formation, puisqu'aujourd'hui, on est en train de réviser la formation médicale au niveau de l'université, professeur Rachid Belhadj, et beaucoup de nouveautés vont être introduites dès cette année. Bien sûr, on l'a demandé en tant que partenaire social d'y aller vers les réformes, revoir le programme. Par exemple, cette année, on est au niveau pour la graduation, la 6e année. Il y a un nouveau programme de formation, et on va y aller après vers la post-graduation. Et bien, tout cela dans un cadre bien huilé, bien étudié, mais surtout, il faut faire l'évaluation. Il y aura aussi l'ouverture des annexes médicales à travers tout le territoire pour national. Pour qu'il n'y ait pas de confusion. Ce n'est pas des facultés de médecine, c'est des annexes qui sont rattachées justement aux facultés. Il faut trouver des mécanismes d'incitation des enseignants à se déplacer. C'est dans le cadre de nos statuts. Justement, dans le cadre du statut, nous avons prévu des mécanismes d'encourager des gens de se déplacer vers les gens de l'intérieur, du pays pour assurer une formation de qualité. Tout cela doit être aussi, j'insiste, l'évaluation. Et j'insiste sur une nouvelle politique de la préservation des infrastructures sanitaires. Nous devons développer une politique de préservation des structures sanitaires et aussi une politique de maîtrise, parce que la santé s'articule sur l'humain, sur l'infrastructure, mais aussi sur le médicament, les équipements médicaux
et tout ce qui tourne autour du secteur de la santé. Et aussi une bonne nouvelle, la fonction publique qui lève le gel sur la promotion interne et l'accès à des postes graduation supérieure au niveau, bien sûr, des entreprises publiques et celles relevant de la fonction publique sur instruction du Premier ministre. La directive était parvenue hier au niveau de la fonction publique, même si elle ne concerne pas le secteur sanitaire. Exactement, c'est une bonne chose pour la population algérienne, pour nos cadres, c'est une bonne chose. Susciter l'espoir. Exactement, susciter l'espoir, encourager les gens qui travaillent, mais aussi il faut les évaluer. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous dans ce contexte-là, professeur Rachid Belhadj, bien sûr, les hôpitaux spécialisés qui vont être bien sûr érigés à travers tout le territoire national, puisqu'on a vu le premier, il a été inauguré récemment par le président de la République du côté de Zeralda, suite bien sûr aux incendies terribles que nous avons vécus il y a pratiquement 2 ans de cela, et en espérant qu'on ne les revivra plus jamais, c'était cauchemardesque et dramatique. Au niveau de la région de Tizi Ouzou et de Béjaïa, on a réalisé bien sûr cet hôpital spécialisés, des crans brûlés. Il y aura d'autres structures également, des hôpitaux spécialisés. Est-ce qu'il faut aussi envisager des hôpitaux qui prennent en charge les maladies liées au climat? C'est la question de l'auditeur, professeur Rachid Belhadj. Bien sûr, les maladies, c'est-à-dire, je vous ai dit, la première des choses, il faut penser à 2030-2035. Je vous ai dit, on aura 5 millions, ça c'est sûr, 5 millions de personnes âgées. On va s'acheminer vers s'il y a des changements climatiques, c'est-à-dire on devient un pays chaud, les premiers qui vont subir les effets néfastes du changement climatique, ce sont d'abord les personnes âgées et aussi les personnes qui ont des maladies chroniques graves. Alors, autre question de l'auditeur, dans quel contexte réglementaire spécifique le plan Orsec a-t-il été lancé au niveau du CHU Mustapha Pacha et est-ce que cette mesure propre à ce dernier peut être d'ordre également national dans le contexte de la canicule actuelle? Professeur Rachid Belhadj. Bien sûr, si les chiffres augmentent, chaque CHU, on a le conseil scientifique, on s'est réunis avec DAPM, la direction générale, nous avons réuni les services concernés, tous les intervenants, nous avons établi une liste, une procédure, une structure de veille, de suivre tout ce qui se passe. Pour le moment, alhamdoulilah, après le mardi, puisque c'est le mardi qui nous avons un petit peu fait paniquer, on a déclenché en urgence tous nos moyens de l'hôpital. Dieu merci que les chiffres ont régressé. Si les chiffres continuaient à augmenter, ça aurait été que le ministère était obligé de déclencher. Ce qu'on a déclenché, c'est in situ, parce que, vu le nombre, je vous ai dit, on a reçu 250 personnes, 6 décès. Tout cela, il y a des chiffres, parce qu'il y a une activité. À chaque fois qu'on voit des chiffres anormaux, eh ben, on doit réagir. On a réagi à notre niveau, on a pu gérer quand même une situation particulière. Et nous sommes toujours en alerte pour aujourd'hui par exemple, nous sommes en alerte de voir si les chiffres vont augmenter. Alors, vous déclenchez le plan Orsec en prenant en considération le nombre de cas que vous recevez ou en prenant en considération aussi l'alerte lancée par l'Office de la météorologie? C'est beaucoup plus les chiffres. Les chiffres, l'alerte, c'est pour tous les citoyens algériens, mais nous prenons en considération, c'est-à-dire pour les produits pharmaceutiques, sérums, liste de garde, de personnel mobilisé. Mais dès qu'on voit que les chiffres augmentent, le nombre de consultants, en rapport bien sûr avec la canicule et aussi le nombre de décès. Alors, les urgences médicales, ce talent d'Achille que nos gestionnaires au niveau des structures de santé gèrent si mal, est-ce dû à une mauvaise organisation ou un manque de compétences ou manque de moyens ou alors les trois à la fois, professeur Rachid Belhadj? C'est la question de l'auditeur. Je vous dis sincèrement. On est souvent critique à l'égard de nos hôpitaux. Ça fait rien, nous sommes habitués. C'est le problème majeur, c'est une question d'organisation. La preuve aussi à CHU Mustapha, nous avons créé un centre de tri, presque une polyclinique interne dans le CHU pour justement préserver le véritable centre d'urgence médicale. Parce que souvent, aux urgences médicales, vous avez la personne âgée cardiopathe décompensée, elle attend avec celui qui a un petit angine, ou bien celui qui a une petite entorse. Donc nous avons créé un FIT, et bien au niveau du centre de tri, je vous ai dit, nous recevons 250 personnes par jour. Nous avons permis à nos collègues réanimateurs, à nos collègues urgentistes de prendre en charge ces patients dans de meilleures conditions. C'est une question, je répète encore une fois, de citoyenneté et d'organisation. Ce n'est pas la mauvaise volonté. Nous avons beaucoup de moyens humains et matériels et d'infrastructures pour pouvoir gérer les urgences médicales. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit: le nombre des intoxications alimentaires ne cesse d'augmenter ces dernières années, notamment durant la saison estivale et spécialement lors des fêtes familiales. Le risque est également grand au niveau de certains, c'est-à-dire regroupements comme les colonies
colonies de vacances. Que faut-il faire? Y a-t-il un plan national pour enrayer ce phénomène? Et surtout en période de canicule, nous avons vu ces périodes de fête. Rien ne peut tenir. Hein. Pour nous, pour le secteur de la santé, il y a d'abord le comportement citoyen. Les règles, le citoyen doit être quelqu'un propre, veiller à l'hygiène corporelle, l'hygiène justement dans l'environnement dans lequel il vit. Favoriser les mariages pendant le printemps ou l'hiver. Deuxième problème, maintenant, c'est l'eau. Les gens conservent de l'eau. L'eau est vecteur de maladies s'il est conservé dans de mauvaises conditions. Exposé au soleil. Et là, la responsabilité des commerçants. Il est presque inhumain et interdit, inacceptable qu'on puisse vendre, ne pas respecter la chaîne de froid. Et plus grave, lorsqu'on vend des produits frais comme ça sur un trottoir. Alors, par rapport au plan Orsec qui a été bien sûr enclenché au niveau de l'hôpital Mustapha, c'est ce que vous avez indiqué, professeur Rachid Belhaj, d'autres institutions au secteur public nationaux pourraient lancer cette mesure également, professeur Rachid Belhaj. Chaque établissement, chaque secteur, il a ses cellules de suivi en fonction des chiffres. Et bien, si les chiffres augmentent, eh bien, nous serons dans l'obligation de l'État d'élargir justement toutes les mesures pour prendre en charge correctement ce plan sanitaire de nos concitoyens. Mais à partir de quel degré ce plan pourrait être élargi au niveau national, puisqu'on dit que réglementairement, 48, c'est bon. Mais au-delà de 48, et nous savons que nous atteignons des températures au-delà de 48 degrés, à quel moment il faudrait le déclencher, professeur Rachid Belhaj, puisqu'aujourd'hui, du côté de la France, le sud de la France, on annonce l'équivalent de 52 degrés de température. Et bien sûr, c'est des températures qui ont atteint l'autre rive de la Méditerranée, venant de la région du nord de l'Afrique. Si les citoyens respectent les mesures, justement, ne sortent pas, se réhydratent, une bonne hygiène, même si ça augmente jusqu'à 50, s'il n'y a pas beaucoup de victimes et de personnes atteintes, on n'a pas de décès, on pourra le gérer sans lancer le plan d'Orsec. Mais si on voit qu'il y a un nombre important de personnes qui viennent vers les hôpitaux, un nombre de décès important, et lorsqu'on sent qu'on est vraiment commencé à être dépassé, ça c'est le rôle de l'État à déclencher un plan national, de trouver des solutions, limiter la circulation, aménagement des horaires de travail, ouverture des grands espaces. Les citoyens vont nous aider par la distribution de l'eau. Donc il y a tout un mécanisme qu'on pourra pour ne pas faire paniquer la population, mais tout est prêt. Nous sommes en train de le gérer dans le calme, je l'ai dit. Alhamdoulilah, il n'y a pas le feu, nous avons géré quand même la pandémie Covid-19 dans une situation encore plus difficile. On l'a géré pendant 2 années. J'espère que la canicule ne durera pas au-delà du mois d'août. Et bien sûr, ouvrir certains espaces publics pour les personnes âgées ou les sujets jeunes aussi qui peuvent être exposés à des insolations et distribuer de l'eau. Ça, c'est aussi un acte de la société civile. Alors, comment la société civile pourrait être associée à cette mesure, professeur Rachid Belhaj, puisque vous avez dit c'est l'affaire de tous, également la société civile qui a fortement contribué pendant la période de la pandémie, elle pourrait l'être également cette fois-ci. Vous les sollicitez? Bien sûr, la société civile, d'abord, ce qui est bien, le constatant, c'est la société civile qui prend bien en charge la personne âgée, contrairement à ce qui s'est passé en Europe. Il y a des chiffres très très inquiétants concernant les décès des personnes âgées qui sont décédées chez elles. Chez nous, alhamdoulilah, grâce à notre religion, grâce à notre organisation sociale, ce n'est pas le cas. Mais deuxièmement, pour la société civile, le respect, encore une fois, respect des recommandations que le ministère de la Santé déclare. Deuxièmement, l'hygiène, le comportement citoyen pour les commerçants, ça c'est très, très important. Et aussi, si le citoyen a des actes de générosité, tels que la distribution de l'eau gratuitement, l'ouverture des espaces, et aussi respect du personnel de la santé, ça c'est très important. Aux urgences, vous avez en face de vous 250 malades, hier, qui est un médecin qui a été agressé, c'est un comportement inadmissible. Inadmissible, il faut que la société civile puisse respecter l'ensemble du personnel de la santé. Et je vous rappelle que c'est la période des vacances, la période des congés. Donc la mobilisation du personnel de la santé, elle est très importante pour faire face à des situations particulières. Et il faut s'hydrater régulièrement, notamment pour les personnes âgées et malades de diabète, qui ne ressentent pas la soif. De l'eau fraîche et propre.
Ça, c'est important pour éviter justement les intoxications à l'eau Alors, contaminée. je voudrais revenir avec vous sur un aspect, une question de l'auditeur. Elles sont très nombreuses ce matin, professeur Rachid Belhadj, par rapport à cette formation médicale aujourd'hui. Quelles sont les formations qu'il faudrait favoriser à l'avenir avec, bien sûr, l'émergence de nouvelles maladies, comme par exemple le cancer? Nous avons demandé au ministère de coordonner une commission entre ministère de la Santé et ministère de l'Enseignement supérieur. Vous travaillez en étroite collaboration. Pour donner des chiffres. À l'AGI, nous avons formé tant de médecins dans telle spécialité. Pour les chiffres, il faut cette numérisation impérative. Quels sont nos besoins et quelle est la carte sanitaire et quelles sont les maladies? C'est à partir de cela qu'on pourra orienter, c'est-à-dire nos programmes de formation, soit en graduation ou bien en post-graduation. Mais le hic est que nous avons un phénomène de déperdition. Les pays, dans un cadre de politique sanitaire internationale, sont en train de nous piller justement la ressource humaine dans le secteur médical, qu'on doit développer une politique de garder nos compétences pour la sécurité sanitaire des Algériens. Il faut tout faire pour essayer de garder nos compétences médicales en Algérie. Alors, les garder, il faut les motiver. Alors, la carte sanitaire, comment la réactualiser aujourd'hui, professeur Rachid Belhadj, de telle sorte est-ce qu'il y ait ce droit de soins et équité et l'accès aux soins à travers tout le territoire national, qu'on n'ait pas à se déplacer. On l'a vu malheureusement, des images un peu choquantes, le père de famille qui trimballer son fils sur ses bras pour venir l'hospitaliser au niveau d'Alger. Professeur Rachid Belhadj, c'est une image vraiment insoutenable. C'est des choses inhumaines. Le médecin a un comportement déontologique. Nous sommes là pour aider l'humain. Nous ne sommes pas là pour justement participer à faire souffrir des gens. Au contraire, nous faisons, j'ai choisi ce métier de médecin pour aider l'autre dans toutes les situations. C'est que les centres hospitaliers universitaires souffrent justement d'un nombre important d'évacuations de malades de l'intérieur du pays. Et cela, ça fait longtemps, malgré le service civique qui a apporté ses limites. Mais le comble, c'est qu'en matière d'effectifs, les centres hospitaliers universitaires, beaucoup de services hospitaliers universitaires, ils ont un sous-effectif. Le pourquoi, départ vers le privé, non-recrutement, et aussi le départ vers l'étranger. On a une nouvelle loi sanitaire, 2018. Nous avons une carte sanitaire. Il faut que l'État, il y a eu des assises, il faut que l'État prenne en charge sérieusement justement ce volet-là, en complémentarité avec le secteur privé. Le secteur privé est très important, il faut l'assister, il faut l'aider, et aussi notre rôle, c'est de participer dans la formation justement de cadres de haut niveau pour prendre en charge correctement nos patients. Oui, mais le secteur public, il est complémentaire, il faut l'accompagner, il faut le soutenir, mais il faudrait qu'il aussi s'adapte à la nécessité de la performance sanitaire également, professeur Rachid Belhadj, se réorganiser, puisque parfois, dans certaines structures, il faut le dire, et dire les vérités, privées, ils ne disposent même pas d'une ambulance pour une évacuation en situation d'urgence. Professeur Rachid Belhadj, il faut un cahier de charge. Bien sûr, la réglementation est claire, il y a des cahiers de charge. Il y a des conditions draconiennes. Il faut justement, je l'ai dit à maintes reprises. Il ne vous donne même pas la facture des soins quand vous êtes, par exemple, hospitalisé. Il faut les contrôler à maintes fois. J'ai dit une inspection. Il y a des inspecteurs formés, une inspection générale qui est censée de contrôler ces établissements. Et souvent, leur ascenseur sont en panne aussi, par moment. On est obligé de prendre à bras le corps. Il y a des critères. Chaque secteur privé, il n'y a pas que la santé, il a justement un cahier de charge, il a des conditions qu'il doit remplir. Et hélas, parfois des situations dramatiques, suivies de décès ou de lésions graves, souvent la justice est sollicitée dans ce cadre-là. Et on se retrouve en réalité d'expertiser un système de santé ou bien les conditions d'exercice. Mais souvent, il n'y a pas de condamnation de médecins, également, professeur Rachid Belhadj. Il n'y a pas de condamnation de médecins au niveau de la justice. Ce n'est pas encore rarement. Très rarement, professeur Rachid. Je suis expert au niveau du ministère de la Justice. Oui, mais c'est très rarement. Ça a changé, ce n'est plus comme avant. Je peux vous l'affirmer, il y a des citoyens qui déposent plainte, il y a des jugements, il y a des condamnations, il y a des réparations à coût de centaines de millions, mais quand même, il faut justement protéger le citoyen et protéger le personnel de la santé contre ces poursuites judiciaires, soit dans le secteur public ou dans le secteur public. Un médecin ne pourra pas faire 15 gardes durant un mois. Dans certains pays, ils sont interdits de pratiquer la médecine. Exact. Il y a aussi le rôle du Conseil de l'ordre qui doit intervenir
Donc nous devons revoir justement le Conseil de l'ordre où le code déontologie remonte à quand même presque un quart de siècle. Il faut revoir ces mécanismes de gestion du secteur de la santé qui est un secteur très difficile. Mais dans le cadre de la sécurité sanitaire, nous devons tout faire, nous devons faire beaucoup d'efforts pour moderniser notre système de santé, l'humaniser, afin de diminuer tous ces problèmes. Alors les statuts particuliers, c'est en voie de finalisation? Alhamdoulilah, on les a déposés, soit avec la santé ou l'enseignement supérieur, on a déposé au niveau de la chefferie du ministère de l'enseignement supérieur, qui les a déposés dans la chefferie du gouvernement. Là-bas, là, un message, il faut que les gens nous aident. Lorsqu'on négocie, il faut ramener un représentant syndical pour pouvoir défendre le corps justement des enseignants-chercheurs universitaires. Et on sera à l'avenir beaucoup plus exigeant à l'égard de notre santé et de nos médecins et du personnel de santé. Professeur Rachid Belhadji, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt, au revoir.